Cette déclaration est incroyable. Hein. C'est peut-être vrai. Il donne raison à la Russie en disant, en tout cas, je me mets à leur place. C'est vrai que, vu de Russie, l'OTAN mène une guerre par procuration. C'est-à-dire, c'est la fameuse formule, on est prêt à mourir jusqu'au dernier Ukrainien. Lui, il était le plus les Russes sont ukrainien de tous. Voilà. Enfin, doucement, mais il était quand même pas radical. Et donc, c'est terrible, c'était un revirement aussi. Macha Merrill est journaliste. Vous suivez tout, Macha Merrill. Non, mais vraiment. Je vous regarde. Non, mais c'est pas une... D'abord, ça m'intéresse, ça me concerne, s'il vous plaît, et puis ça devrait concerner tout le monde. Tout le monde. Oui, lisons les propres mots de Keith Kellogg. Hein. Poutine considère qu'il s'agit d'une guerre par procuration menée par l'OTAN. Quand même fou, la puissance principale de l'OTAN qui prend un peu ses distances en disant l'OTAN se comporte peut-être pas si bien que ça avec la Russie. En ce moment, d'une certaine manière, c'est le cas. Il suffit de regarder ce que les nations européennes ont fait pour apporter leur soutien. Et hop, un petit coup de pied de laine aux Européens, Guillaume. Oui, mais c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était avec les Américains, jusqu'à l'élection de Trump, mais c'était les principaux pays de l'OTAN qui se coordonnaient pour apporter de l'aide à l'Ukraine. Alors après, ce qui n'est pas acceptable là-dedans, c'est de reprendre, de donner le sentiment que donc la Russie est agressée et donc elle a raison de se défendre. C'est exactement les mots de Poutine. Mais là où la situation est complexe, c'est qu'il y a effectivement une aide active qui a été apportée par les pays de l'OTAN. Et d'ailleurs, c'était dans des bases de l'OTAN, en Allemagne en l'occurrence, que régulièrement il y avait des réunions de coordination entre les alliés. Et c'est pas pour ça que ça justifie l'invasion de la Russie. Donc en fait, c'est pas tant la déclaration elle-même de Kellogg qui me paraît inquiétante que les conclusions qu'il semble en tirer et qui sont les mêmes que celles de Poutine. Gallagher, vous n'étiez pas tout à fait d'accord, on l'a vu ça. Non, Guillaume a mal commencé, il a très bien terminé. Ce que dit Keith Kellogg est parfaitement odieux. D'abord, et vous l'avez souligné, Guillaume, l'OTAN, c'est qui ? C'est lui, c'est nous. Et ensuite, on ne mène pas une guerre par procuration. On aide un pays agressé à se défendre, à défendre son indépendance. La guerre par procuration, c'est partie de proxy war, c'est partie de ces termes un peu jargonneux qu'on a utilisés pour miner le champ de nos angoisses, la co-belligérance, escalatoire, la guerre nucléaire, etc. Un peu comme si les Français avaient utilisé les colonies américaines pour mener une guerre par procuration contre l'Empire britannique quand ils sont allés défendre, les soutenir l'indépendance des Américains. Mais on comprend bien, ce qui sous-tend ce discours de Keith Kellogg, c'est cette idée que qu'on se sert de l'Ukraine pour faire la guerre. Et aussi qu'il n'y a pas 100% de tort ou de raison d'un côté et de l'autre. C'est ça l'idée au fond. Oui, tout à fait. C'est-à-dire une espèce d'équidistance. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y croit ou s'il fait ça pour retrouver grâce auprès des Russes, dont je rappelle qu'ils l'ont exclu de la délégation américaine dans le cadre des pourparlers dont les Américains ont la responsabilité sous forme de médiateurs. Rappelez-vous que le Kremlin a demandé à ce que Keith Kellogg soit écarté, parce que considéré comme étant trop pro-ukrainien. Si c'est ça le plus pro-ukrainien des Américains, peut-être qu'ils les Ukrainiens ont quand même énormément de soucis à se faire. Et Keith Kellogg, il les multiplie, puisqu'il y a 2 jours, il expliquait que, finalement, les Russes ont raison, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, tout ça, ça n'a rien à faire dans l'OTAN, ça ne devrait pas rentrer dans l'OTAN. Donc, et sachant, j'en termine par là, ce soir, une fois de plus, Américains et Russes se parlent juste avant les pourparlers d'Istanbul. Rappelons la carte, je donne tout de suite la parole, la carte de l'OTAN, avec cette obsession russe que l'OTAN a progressé à son encontre. Et il faut toujours rappeler ce que des présidents bien avant Trump, c'était le cas notamment du président Bush père, quand il s'était rendu à Kiev en 91, déjà avait dit ne vous éloignez pas trop de la Russie. Au fond, il avait déjà tenu un discours assez proche de Trump. Il n'y a aucun président américain qui a dit qu'il fallait que l'expansion de l'OTAN vers l'Est, c'était une bonne chose. Et c'est plutôt le contraire qu'on entend là. On l'a entendu avec Trump, mais on l'a entendu avec les présidents précédents. Et effectivement, comme l'a rappelé Gallagher, Keith Kellogg, aujourd'hui, depuis quelques jours, ne cesse de répéter, ne cesse de dire qu'il comprend tout à fait la raison, enfin la position russe. La position russe qui est de se sentir agressé par rapport à cette extension de l'OTAN. Est-ce que les Occidentaux sont en train de bouger ? Moi, j'étais très frappé du propos du président de la République dans l'émission qu'il avait donnée à TF1, quand il dit « puisque l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN ». On comprend bien qu'un certain nombre de puissances, pourtant très en soutien...
considère que ce sera difficile que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Voilà, aujourd'hui. Le grand changement, c'est que aujourd'hui, c'est le discours des Américains. Alors que, comme il y a comme un retournement de situation, en 2008, il y avait eu un sommet de l'OTAN où George Bush Jr. avait dit il faut que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et à ce moment-là, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy avaient dit mais non, c'est une provocation vis-à-vis des Russes. Et donc, il y avait à l'époque, on va dire, des Américains qui étaient atlantistes pour l'Europe. Et aujourd'hui, le grand bouleversement, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est tout juste si les Américains ne regrettent pas que la Suède et la Finlande sont entrés dans l'OTAN depuis le début de l'invasion. Et ça, c'est quelque chose qui est un changement géopolitique dont on se dit presque qu'il n'est pas encore définitif, parce que c'est un tel bouleversement qu'on se demande si vraiment les Américains peuvent tenir durablement une position comme celle-là. Alors je voudrais bien qu'on ne dise pas les Américains, pas plus qu'on dit les Russes, parce que c'est les Américains de Trump. Mais il n'y a pas que eux. Et que le Trump... Mais c'est eux qui décident. Mais pour l'instant. Oui. Ça ne va pas être éternel. Le système est... Et ils l'ont élu, Macha. Oui, 4 ans, c'est pas beaucoup. Et puis dans très peu, il y a les midterms. Oui, en 26. Alors voilà, c'est un peu un problème cette histoire, mais il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que Trump en Amérique. Il faut quand même rappeler cette évidence que, si on peut voir la carte, cette expansion de l'OTAN, ce n'était pas une invasion. C'est pas les troupes occidentales qui ont progressé jusqu'à Riga, jusqu'à Tallinn. Ce sont des pays souverains qui ont dit... qui l'ont souhaité. Qui ont dit, tiens, dans les circonstances, on aimerait bien rentrer dans l'OTAN. Étrangement, ils auraient pu conserver des liens avec Moscou, par exemple. Il y a des pays Ils auraient pu vouloir faire une alliance avec Moscou. Ils ne sont pas fait. Bizarre. Il y a des pays africains, d'anciennes colonies africaines, qui ont fait des accords de défense avec la France. On a des bases françaises militaires dans certains d'entre eux. Voilà. Mais je rappelle toujours le bon mot politiquement un peu incorrect de Gaspard Proust qui dit mais personne n'est de gauche, parce que quand le mur de Berlin est tombé, étrangement, personne n'est allé dans le sens de l'ouest à l'est. Personne ne s'est précipité à Berlin-Est, voilà. Bien sûr. Mais voilà, on aurait pu imaginer que certains pays disaient tiens, oui, allez, on va conserver des liens avec Moscou. Mais non, le pacte de Varsovie, il a disparu. Je rappelle que le pacte de Varsovie, c'est la seule alliance militaire qui n'a servi que contre ses membres à l'intérieur, quand même. Donc, il y a un principe qui est celui des nations à disposer d'elles-mêmes et de choisir les alliances qu'elles veulent, mais qui s'oppose à une autre idée, qui est celle de la sphère d'influence. Cela étant, admettons quand même qu'il y a les principes et il y a les réalités. L'OTAN qui dit on respecte la souveraineté des nations, là même, on voit ces dirigeants qui commencent à dire peut-être l'Ukraine ne pourra pas entrer dans l'OTAN, même si elle le veut, même si le peuple souverain de l'Ukraine le veut, par équilibre des puissances, par respect des zones d'influence, on dira voilà. Et de la même façon, l'OTAN est par peur de la guerre, surtout. L'OTAN est défensive. Elle a été parfois quand même, je rappelle, il y a certaines circonstances où elle a été offensive, où elle s'est engagée dans des guerres un peu imprudentes, disons. Oui, mais c'était à mon sens c'était une erreur. 1999. Effectivement, on a fait la guerre à la Serbie, on est sorti aussi à l'Afghanistan, une opération de l'OTAN en Afghanistan, on est sorti du cadre qui était normalement européen pour cette opération. On a fait une opération en Libye qui était dans le cadre otanien, enfin militairement qui était organisée par l'OTAN. Oui, donc on est allé un peu au-delà effectivement. Et les Russes n'ont pas oublié. Alors ça n'excuse en rien la Russie, mais par exemple l'opération Kadhafi. Pour eux, c'est resté comme quelque chose de bien là. Mais vous ne voyez pas que les choses pourraient se renverser et que tout d'un coup, ce soit l'OTAN qui ait besoin de l'Ukraine, qui est la première armée d'Europe maintenant, et que tout d'un coup, peut-être dans l'autre sens, c'est peut-être qu'on aura. On sera bien content. On peut imaginer aussi une forme d'alliance autre que l'OTAN. Mais c'est autre chose. Qu'on transforme l'OTAN, que ça devienne autre chose. Même les pays européens, on peut très bien, français, sans les Américains. Les pays peuvent faire des accords bilatéraux avec l'Ukraine, des accords militaires. C'est un débat qui aujourd'hui est devenu un peu vain parce qu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais c'est vrai que pendant des années, il y avait un certain nombre de chefs d'État occidentaux comme Nicolas Sarkozy disant « Attention, ne nous rapprochons pas trop près de la Russie ». Il y avait même des conseillers américains comme Brzezinski qui disaient l'Ukraine, qui était le conseiller de Carter, qui disait l'Ukraine c'est essentiel. Donc il faut les détacher des Russes, mais il ne faut pas les faire rentrer pour autant dans l'OTAN parce que sinon ça va être vu comme une provocation. Alors, encore une fois, tout ça, aujourd'hui, ça n'a plus de raison d'être parce qu'aujourd'hui, les envahisseurs, ce sont les Russes. Mais il reste un petit peu parfois une forme presque de remords que les choses se soient passées comme ça. Un homme comme Hubert Védrine, par exemple, dit peut-être qu'on aurait pu écrire l'histoire autrement, dans une logique de coopération. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la coopération avec la Russie, ils n'en veulent pas. Donc maintenant, c'est trop tard. Et le collaborateur de Trump, Kellogg, va encore plus loin, parce qu'il dit peut-être qu'effectivement, dans cette logique d'élargissement de l'OTAN, on s'est trompé.
C'est l'un des sujets que la Russie abordera. Et il ne parle pas seulement de l'Ukraine, il parle de la Géorgie, de la Moldavie et bien sûr de l'Ukraine. Et nous disons, d'accord, globalement, vous savez, nous pouvons empêcher l'expansion de l'OTAN de s'approcher de votre frontière. Ce sont des préoccupations de sécurité de leur part. Est-ce qu'ils sont en train de préparer la neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire ce vieux projet qui existait? Il y a eu des précédents, je crois que l'Autriche a été neutre, les soviétiques sont retirés en échange de la neutralité. Oui. Finlandisation, c'est-à-dire c'est des pays qui n'entrent pas dans l'OTAN et qui resteraient à la lisière avec comme des garanties. Sinon, pour eux, c'est une demande de Moscou aujourd'hui. Et là, voilà. Les tampons fameux. Oui. Et l'Autriche est restée neutre. L'Autriche n'est toujours pas dans l'OTAN. Bien sûr. La partie russe a demandé en l'occurrence que ce soit mis par écrit une bonne fois pour toutes, du fait, probablement en écho à cette fameuse histoire qu'on ne cesse de ressasser sur James Baker qui aurait dit à Gorbatchev, je vous assure qu'il n'y aura pas d'expansion en direction de l'Est. Donc désormais ils veulent que ce soit mis à l'écrit. Ce qui est intéressant avec le propos de Keith Kellogg, c'est que les Ukrainiens décrivent souvent le chemin vers l'OTAN comme une sorte de pont sur lequel nous, et en l'occurrence les Américains souvent, allumons ou éteignons la lumière très régulièrement. Et là, Keith Kellogg, il est en train de dire, en fait, on va faire exploser le pont, il n'y aura plus de pont. Ce ne sera plus une histoire de lumière ou d'espoir, c'est terminé une bonne fois pour toutes, potentiellement. Michel Goya. Oui, non, mais en fait, le tournant, c'était 2008, comme le rappelait Guillaume. C'est là où on a finalement décidé de ne plus accepter qui que ce soit, d'ailleurs, dans l'OTAN, sauf la Finlande et la Suède très récemment, mais en acceptant le principe, l'idée de ne pas provoquer la Russie. Tout simplement. Nicolas Sarkozy tenait un discours qui n'était pas très différent de celui de Keith Kellogg. Il a toujours dit, Nicolas Sarkozy, que l'Ukraine était un pont. Voilà, qui fait un pont entre l'Est et l'Ouest, et donc il ne fallait pas provoquer la Russie en substance. Oui, d'accord, mais peut-être demander l'avis des Ukrainiens aussi. C'est-à-dire que là, il y a cette idée que certains pays n'ont pas tout à fait les mêmes droits que les autres. Qu'un pays comme l'Ukraine, par exemple, n'a pas le droit de choisir l'alliance qu'il veut. Et donc ça a fonctionné. Alors après, on a maintenu une certaine ambiguïté. En fait, en 2008, les Américains ont dit, bon, allez... ok, on verra plus tard. Et donc, dans l'obsession, dans la paranoïa russe, ça s'est dit, ça se fera un jour. Voilà. Donc Michel, vous dites 2008, effectivement, mais maintenir l'ambiguïté, bien sûr, mais c'est parce que tout le monde était sous le coup du discours de 2007, de Munich, de Vladimir Poutine, qui est la première fois où publiquement, en tout cas de façon aussi claire, il a commencé à dire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire à faire peur à tout le monde, et tout le monde s'est rétracté, bien évidemment.